Donc encore une fois, hein, bonjour à tous, et commençons ce quatrième cours sur les fonctions. Alors les fonctions, vous le savez, hein, elles sont partout, c'est même pas la peine de vous faire un dessin, je veux dire, ça vous permet en physique de faire à peu près tout environ, de vous décrire des mouvements de planètes, de décrire des mouvements quelconques d'ailleurs, hein, que ce soit une voiture qui accélère dans la rue ou que ce soit un trou noir qui se déplace dans l'univers, dans tous les cas vous allez étudier ça avec des fonctions, hein, donc c'est des outils qui sont très puissants et qui sont extrêmement utilisés, donc bien plus peut-être que les suites et les séries que vous avez vues. Donc comme d'habitude, voici la petite carte de tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà, on va commencer par définir un peu ce que sont les fonctions. Ensuite, on va voir un peu la première ligne, donc qui sera les trucs basiques sur les fonctions. Donc les trucs basiques sur les fonctions, ce sera quoi? Les images directes et réciproques. Ensuite, les classes de régularité. Ça vous dit peut-être moins quelque chose, mais en fait, ça va juste dire qu'une fonction est continue, qu'une fonction est dérivable, une fonction que la dérivée d'une fonction est continue, etc. On va voir les notions du coup de injection, surjection et bijection. Puis on va finir sur d'abord des théorèmes qui concernent les valeurs prises par une fonction, donc sur un segment généralement, et ensuite les valeurs prises par la dérivée de cette fonction sur ce même segment. Et enfin, on va finir par tout ce qui est autour des développements asymptotiques. Donc on va vouloir étudier la fonction quand x va tendre vers une valeur ou va tendre vers l'infini, ou voilà, et qu'on va vouloir faire des approximations du coup de ces fonctions-là au voisinage du coup de ces points. Donc ces points pouvant être aussi l'infini, au moins l'infini. Donc c'est un peu comme ce qu'on a fait avec les suites, avec les équivalents. Et donc là, on va faire la même chose, mais de façon plus générale avec les fonctions. Comme je vous l'ai dit sur les cours sur les suites sont des fonctions. Donc tous les exemples qu'on a vus sur les suites et tous les théorèmes qu'on a vus sur les suites se valent aussi pour les fonctions. C'est juste qu'ils sont un peu plus généraux sur les fonctions. Donc le théorème de la ligne monotone, il marche sur les fonctions. Le théorème d'encadrement, il marche sur les fonctions. Voilà, tous ces théorèmes-là fonctionnent aussi. Ils s'écrivent juste différemment parce qu'il n'y a pas que juste n qui va tendre vers l'infini. Là, on va avoir que notre x va tendre vers un a qui va pouvoir être de moins l'infini à plus l'infini compris, donc dans R bar, ce qu'on va appeler R bar au dernier cours. On va définir déjà ce que c'est qu'une fonction et ensuite ce que c'est que son image directe, son image réciproque. Une fonction, c'est défini du coup sur un ensemble. On va prendre un ensemble toujours. Donc un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Je vais souvent faire ce petit schéma-là, mais évidemment, ça c'est parce que je veux représenter les choses. Ces ensembles peuvent être beaucoup plus larges. Ça peut être des fonctions qui vont de l'espace de toutes les matrices qui existent jusqu'à l'espace je sais pas, ce que vous voulez, R3 par exemple, si on veut représenter l'espace en tant que tel. Donc vous pouvez très bien faire des fonctions qui a une matrice associée à un point dans l'espace, pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez un espace E, un espace F, et votre fonction, ça va être quoi? Ça va être un algorithme qui va associer à des éléments de E des éléments de F. D'accord? Donc dans les notations visuelles, ce qu'on va dire ici, c'est que F, ou si ça c'est F, ça va être, hop, ça va associer ça à ça, on va mettre ça comme ça, juste histoire que ça ait symétrie. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que F associe à un X appartenant à E, associe, donc on note comme ça, associe un F de X appartenant à F. On a un ensemble qu'on va appeler l'image de E. Donc l'image de E par F, ça va être égal à quoi? Ici, ça va être égal à l'ensemble des points, à l'ensemble des F de X, où X appartient à E. Ok? Même d'ailleurs plus précisément, si vous vous souvenez d'un des axiomes qu'on a fait, c'est l'ensemble des f de x appartenant à f, tel que x appartient à e. Parce que axiome de spécification, on est obligé de préciser que c'est dans un sous-ensemble. Donc c'est pour ça qu'il existe f, sinon on n'en aurait pas forcément besoin. Ensuite, donc ça, sur le dessin, qu'est-ce que c'est? Mon image ici de f, ce sera, mon image de e, pardon, ce sera seulement ces trois points-là. Ensuite, il y a un autre ensemble qui est l'image réciproque. Donc l'image réciproque, ça va être un peu différent. C'est ce qu'on va noter, f-1 d'un espace. Donc là, par exemple, si je prends cet espace-là et que je l'appelle G, f-1 de G, ce sera égal à quoi? Ici, ce sera égal à ce point et ce point. Donc là, ça, ce sera f-1 de G. Donc ça va être quoi en fait mathématiquement? Ça va être tout simplement l'ensemble des x appartenant à E tel qu'il existe un y appartenant à f tel que y est égal à f de x. Donc ça c'était pour les images directes et réciproques, des petites définitions. Il y a souvent pas mal de propriétés sur les images réciproques qui sont intéressantes. Donc c'est notamment l'intersection d'images réciproques et l'image réciproque de l'intersection, ce genre de choses. On va maintenant s'intéresser du coup à la régularité de nos fonctions.
Plus particulièrement, on va commencer par la continuité. La continuité, vous savez tous ce que c'est. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu trois niveaux de le définir, la continuité. La continuité, vous pouvez le définir comme étant... Ça, c'est la définition, on va dire collège, fin collège, début lycée. La définition fin collège, début lycée, c'est tant que vous ne levez pas le crayon, c'est continu. Voilà. Bon, évidemment, on se doute bien que c'est pas suffisant pour ce qu'on veut faire. Alors, vous avez vu, vous, une définition au lycée, peut-être, donc c'est peut-être la définition que vous connaissez. La définition qu'on voit au lycée, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est, on va dire que il existe, enfin que la fonction est continue si, pour tout a de mon ensemble de départ, la limite à droite en venant de droite et la limite en venant à gauche de x, quand x tend vers a, existe et est la même. D'accord? Donc ça c'est la définition que peut-être certains d'entre vous connaissent et que c'est peut-être même la seule que vous connaissez, mais évidemment vous vous doutez qu'elle n'est pas du tout suffisamment générale. C'est bien mignon, mais notre espace de départ c'est parce que c'est R. Si notre espace de départ c'était ne serait-ce que R2, notre définition de la continuité elle est pas ouf. Vous voyez bien. Si notre espace de départ c'est des matrices, on a tout de suite des problèmes. Du coup on va avoir cette définition là qui sera plus générale. Et donc ça va être la définition de la continuité un peu plus générale qu'on va voir. Vous vous souvenez de la définition des suites? C'était, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang, donc un grand N appartenant à N, tel que, pour tout N appartenant à N est plus grand que ce rang, implique que ça, en gros, que UN moins la limite est plus petite que epsilon. D'accord? C'est exactement la même chose. Parce que là, au lieu d'avoir qu'on se rapproche de l'infini, ce qu'on dit quand on dit qu'il existe un rang à partir duquel, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'infini, là c'est que on se rapproche de notre point. Mais notre point, ça peut être l'infini. Dans ce cas, ça ne sera pas exactement la même définition, et ce sera exactement comme avec les suites. Pour une suite, on écrit que pour tout epsilon strictement positif, il existe un n appartenant à n, tel que pour tout n appartenant à un grand N, virgule, n soit plus grand que n implique que un moins l est inférieur ou égal à epsilon. Donc là, qu'est-ce que ça ferait pour les réels? Ça ferait juste qu'il existe un grand A appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à grand X, virgule, x est plus grand que grand A, implique que, du coup, là, ce serait f de x moins f de A, moins L, du coup, ça serait plutôt, ça tend vers L, moins L plus petit que epsilon. Donc ça voudrait dire que quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers L. C'est exactement pareil pour au-dessus. Et bon, évidemment, vous vous doutez bien que moins l'infini, ce sera un peu similaire. Voilà. C'est juste que là, il y aura des inférieurs ou égales au lieu de supérieurs ou égales. Donc là, évidemment, ça, c'est parce qu'on est dans R. Mais si vous voulez passer dans des cas plus généraux, c'est ce que vous allez voir avec Alexis, ça va se transformer en norme. Bien sûr. Bah, comment ça, non? Du voisinage? Oui, voisinage, pardon. De façon plus générale, quand on fera des espaces topologiques où il n'y aura même pas forcément de métrique, on va tout simplement dire que ce sera des voisinages. Donc que x est au voisinage de A implique que f de x est au voisinage de f de A. Donc ça sera une notion encore plus générale que celle d'avec les distances. Ce sera l'étape d'après encore. Donc ça c'est pour la continuité. Maintenant passons à la dérivabilité. Donc la dérivabilité, vous savez ce que c'est, je suppose. Donc une fonction est dérivable si et seulement si on peut la dériver en chaque point. Et la dériver en chaque point, ça veut dire quoi? Quand vous avez votre fonction là, qui fait ça, voilà. Ok. Si vous regardez ce qui se passe en A, ce qui se passe en B, et que vous regardez ça là, donc vous faites ça moins sur ça, ça s'appelle le taux d'accroissement. Donc c'est la pente ou ce que vous voulez. Enfin, la pente, ça serait en endroit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Okay, c'est de combien ça a augmenté, sur quelle distance? F de B moins F de A sur B moins A. Le taux de croissement à gauche et le taux de croissement à droite. C'est-à-dire que la limite existe. C'est ça. C'est-à-dire que la limite existe, donc la limite du taux d'accroissement existe quand B tend vers A. C'est-à-dire que F est dérivable en A. D'accord? Donc c'est-à-dire que la limite de F de X moins F de A sur X moins A, quand X tend vers A, existe. Ok? Et quand je dis existe, c'est existe et appartient à R. Hein. Évidemment. Donc elle peut exister et être égale à plus l'infini, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc existe et appartient à R. Donc ça veut dire que F est dérivable en A.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pensez à la vitesse, tout simplement. Quand vous comparez une position à une vitesse à une position, si vous voulez la vitesse, en fait, c'est la dérivée, donc c'est les variations instantanées de la position en fonction du temps. Et donc le fait qu'elle soit dérivable partout, c'est ce qu'on va noter D1. En tout point de x, donc, elle est dérivable, donc la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 existe et appartient à f. D'accord? Ensuite, les classes de régularité, il y en a d'autres. Les autres, c'est quoi? En fait, la classe C1, ce sera que non seulement elle est dérivable, mais en plus que sa dérivée est continue. Donc là, vous avez que la continuité, donc c'est C0. Là c'est qu'elle est dérivable. Et ensuite, C1, c'est que sa dérivée est continue. D2, c'est que sa dérivée sera dérivable. C2, ce sera que la dérivée de sa dérivée, donc sa dérivée seconde, sera continue, etc. etc. Et donc, ce que vous avez, c'est ces inclusions d'ensemble. Donc, l'ensemble des fonctions de classe Cn est toujours inclus dans l'ensemble des fonctions de classe Dn, parce que pour que la dérivée soit continue, il faut d'abord que la fonction soit dérivable, évidemment. Et ensuite, vous avez que ça, c'est toujours inclus dans Cn-1. C'est-à-dire que, pareil, pour que la fonction soit dérivable, il faut qu'elle soit continue. Et donc ça s'enchaîne comme ça, à chaque fois. Donc c'est ce qu'on appelle les classes de régularité. Donc la classe C1, classe C2. On n'utilise pas tant que ça les D, mais on utilise très souvent les classes C1, classe C2. Il y a une classe qui est particulière, c'est la classe C infini. C infini, ça veut dire quoi? Qu'elle est dérivable une infinité de fois. Et que sa dérivée sera toujours continue. En gros, ça veut dire qu'elle est Cn pour tout n appartenant à elle. Donc il y a une fonction très connue que vous connaissez qui est C infini par exemple. Il y en a plein, c'est exponentielle, les polynômes, sinus, voilà, les sinus et cosinus, bref, vous en connaissez plein, les fonctions C infini. On va arriver à des notions qui sont un peu plus complexes quand même, qui sont les notions d'injectivité, de surjectivité et de bijectivité. Comme j'ai la flemme de refaire des dessins moches au tableau, j'ai fait des dessins moches avant. Et du coup, voici déjà ce que ça veut dire que d'être injective. Être injective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque élément de l'ensemble d'arrivée aura un unique antécédent, s'il en a un. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on note mathématiquement ça? Implique, c'est l'injection, c'est juste implique. Mais le fait que ce soit une fonction, c'est l'autre sens. Parce que par définition d'une fonction, vous avez un élément de l'ensemble de départ ne peut donner qu'une image, évidemment. Si vous avez un x ne va pas vous donner deux images différentes. Voilà, c'est par définition d'une fonction. Voilà. Donc oui, c'est-à-dire qu'il y a équivalence. Donc si elle est injective, alors il y a équivalence entre ça et ça, bien sûr. Parce que par définition d'une fonction, on a toujours l'autre sens. Donc ça veut dire que c'est injectif. Vous pouvez le noter. Hein. Donc ça c'est pour l'injectivité. Donc ça veut dire que, en français, tous les éléments de l'ensemble image n'ont qu'un seul antécédent. D'accord? Donc c'est ce que vous voyez avec la petite flèche barrée en rouge, c'est que vous ne pouvez pas avoir ça. Deuxième chose, ça va être la surjection. Alors surjection, là cette fois-ci on s'en fout que que deux antécédents aient la même image. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est de dire que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont atteints. D'accord? Vous avez compris ce que je voulais dire ou pas? Ce que ça veut dire, c'est que existe x appartient à E, tel que y égale à f de x. Exactement. Donc ça veut dire que tous les éléments de l'ensemble image ont au moins un antécédent. Donc, et ensuite, évidemment, vous avez l'injection et la surjection. Quand vous prenez les deux en même temps, vous avez ce qu'on appelle la bijection, qui est avoir à la fois l'injection et la surjection. Donc ça veut dire que tous les éléments de f sont atteints et qu'à chaque fois, pour chaque élément de f, il existe un unique x tel que x est égal à tel que y est égal à f de x. Je vais redire ça. Donc ça veut dire que pour tout y appartenant à f, il existe un unique x appartenant à E tel que y est égal à f de x. On peut aussi dire le domaine de définition. Mais c'est pas pareil. Ensemble de départ et domaine de définition. Par exemple, si
si je prends la fonction f qui va de R dans R et qui a x associe racine de x. Mon E c'est R et pourtant le domaine de définition c'est tous les x appartenant à E, donc à R, tels que f de x existe. Et en l'occurrence là, ce sera que R+. Voilà. Donc là mon domaine de définition, ce qu'on note souvent comme ça, df ce sera égal à R+. Et donc ça sera différent de E qui est égal à R. Ok? Donc le domaine de définition c'est l'endroit où c'est défini tout simplement. Et le domaine de départ, c'est ce qui englobe le domaine de définition, c'est où est-ce qu'on considère que la fonction existe. Pas forcément qu'elle est définie, mais juste qu'elle existe. Voilà. Après, il faut qu'elle soit définie et qu'elle existe pour en faire quelque chose, mais voilà, évidemment. D'accord? Ok. On peut passer à la suite ou il y a encore des petites questions sur ça? N'hésitez pas si vous avez des questions de vocabulaire à me les poser, c'est le moment. Justement, ce genre de questions par exemple. Ok? Bon. Bah, si vous y pensez, n'hésitez pas. Passons ensuite à la suite. On a fait la première ligne, donc là on a vu un petit peu la définition des fonctions, on a vu voilà, quelques trucs. Maintenant on va commencer à avoir des théorèmes qui sont un peu plus forts et un peu plus difficiles, évidemment. D'abord des premiers théorèmes qui vont concerner les valeurs que la fonction va prendre. Souvent on veut savoir si il va exister des valeurs, donc par exemple si je veux dire, est-ce qu'il existe un endroit où f de x égale 0? Voilà, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on va faire avec deux théorèmes qui sont le théorème des valeurs intermédiaires et le théorème des bornes atteintes. Donc le théorème des bornes atteintes, c'est quelque chose qui vient de la topologie notamment, c'est le plus simple à prouver. Donc avec ce que développera Alexis, normalement vous pourrez prouver ça, peut-être. Tu fais la complétude ou pas? L'intensité, pardon, tu fais? Oui, l'intensité, oui. Et la compacité. Oui. Ouais, bah voilà. Donc avec les théorèmes de compacité, plus tard, vous pourrez prouver ce théorème. Qui veut dire, ce théorème, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si vous regardez là, regardez mon dessin, si la fonction est continue, évidemment, parce que si elle n'est pas continue, c'est pas vrai, mais si elle est continue, alors, et que sa borne supérieure ce sera f de c, et que sa borne inférieure ce sera f de d, alors toutes les valeurs entre f de c et f de d seront prises. Ce sera le cas, donc si on a la borne inférieure et la borne supérieure de notre fonction, et qu'elle est continue du coup sur un segment, toutes les valeurs seront prises du coup sur ce segment. Vous voyez bien que la continuité est bien nécessaire pour ça, parce que sinon il y a un problème. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'il vous dit? Quelque chose d'assez similaire. Il vous dit que si votre fonction est continue sur le segment AB, donc là au départ j'ai A et après là à la fin j'ai B, alors toutes les valeurs entre f de A et f de B seront prises au moins une fois. Donc vous voyez que les deux sont très similaires comme théorème, c'est juste que ce n'est pas les mêmes f de A et f de B, c'est pas les mêmes que f de C et f de D, que vous considérez. D'accord? Donc là c'est les bornes supérieures et la borne supérieure et la borne inférieure, et là c'est juste le point au départ et le point à l'arrivée. Donc ces deux théorèmes, c'est des théorèmes assez intéressants. Du coup, dès que vous voulez prouver qu'une valeur de votre fonction est atteinte, si vous voulez prouver qu'il existe un x tel que f de x égale à 3 à un moment, il vous suffit de se montrer que f de a est égal à 2 et que f de b est égal à 4, par exemple, et vous savez, si elle est continue évidemment, qu'entre temps, elle a pris la valeur 3, donc vous savez qu'il existe ce x. Vous ne savez pas lequel c'est, mais vous savez qu'il existe. Voilà. On va passer maintenant à des caractéristiques, donc des théorèmes un peu similaires, mais cette fois-ci, pas sur la fonction elle-même et les valeurs qu'elle peut prendre elle-même, mais sur les valeurs de sa dérivée. Donc pour ça, je vais reprendre des exemples de position et de vitesse. Donc, par exemple, le théorème de Rolle, c'est un cas particulier du théorème des accroissements finis, donc on va voir après. Le théorème de Rolle, qu'est-ce qu'il vous dit? Ce qu'il vous dit, c'est que si je pars d'ici et que je marche un petit peu comme ça, que je marche, je fais changer ma position, elle varie à droite, à gauche, etc. Mais qu'à la fin, je reviens à l'endroit où j'étais au départ, forcément, à un moment sur le truc, ma vitesse elle a été nulle. Si j'ai varié continuellement, si je me suis déplacé de façon continue, du coup dans l'espace, ce qui est le cas normalement, je ne suis pas une particule, si c'est le cas, on va pouvoir dire qu'à un moment, nécessairement, ma vitesse était nulle. En fait, c'était quand? C'est quand j'ai fait demi-tour. Ma vitesse était nulle. Donc ça veut dire ça le théorème de Rolle, c'est-à-dire que si vous avez une fonction et que vous revenez au même point, alors obligatoirement, c'est qu'à un moment la dérivée était nulle. Donc la dérivée ici, c'était ma vitesse, donc forcément ma vitesse était nulle à un moment. Quand je me suis retourné. Donc, plusieurs fois, vous avez vu que j'ai fait plusieurs allers-retours, donc ma vitesse était nulle à plusieurs instants, c'est exactement ce que vous avez sur le dessin là.
Quand on fait, là, ce que j'ai fait, c'est que je vais un peu en haut, un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas, et je reviens au point de départ. Donc ma vitesse a été annulée 3 fois. Ce que vous dit le théorème de Rolle, c'est qu'il y en a au moins une fois qui arrivera, évidemment. Je ne dis pas combien de fois. Donc les hypothèses de ce théorème, c'est que la fonction doit être C1, donc elle doit être C1 sur le segment sauf les extrémités, où là on s'en fout, et elle doit être continue par contre sur tout segment. Donc ensuite, l'autre théorème, c'est le théorème de Rolle, mais un peu plus bancal. Hein, vous remarquez que c'est quasiment exactement la même chose, sauf que là, vous avez que f de A n'est pas égal à f de B. Donc vous avez qu'il y a eu une différence entre les deux. Donc si vous vous penchez un peu, vous voyez que c'est exactement comme le théorème de Rolle. Au lieu d'avoir que au lieu d'avoir que la dérivée sera nulle à un moment, ce que vous allez avoir, c'est que la dérivée sera égale à l'accroissement total sur votre segment à un moment. En fait, on va surtout l'utiliser pour l'inégalité des accroissements finis qui arrive juste après, que j'ai pas mis dans le cours, mais qu'on verra surtout en exercice. En gros, ça vous dit quoi? Si vous regardez du coup que les valeurs de votre dérivée sur donc la vitesse maximale que vous allez avoir sur tout le segment, bah, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que la vitesse moyenne ne peut pas être plus grande que la vitesse maximale à chaque instant. Donc l'accroissement ici, donc f de b moins f de a sur b moins a, il est toujours inférieur ou égal au majorant de la dérivée sur ce segment. Donc si vous le voulez de façon plus physique, c'est imaginez que j'ai une voiture, si je me déplace à une certaine vitesse et que je dépasse jamais 120 km/h, bah jamais mon compteur va afficher 120 km/h en moyenne, parce que c'est pas possible. Voilà. Bah c'est exactement l'inégalité des accroissements finis. Donc c'est ce qui viendra après, et c'est pour ça que le nom vient de là, je pense. Et après les accroissements finis, du coup, c'est ce théorème, donc le mean value théorème. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle mean value théorème en anglais? Parce que ce qu'il vous dit, c'est que si en moyenne sur 10 secondes, je suis allé à 60 km/h, alors nécessairement, à un moment dans ces 10 secondes, j'étais exactement à 60 km/h. D'accord? Donc si ma voiture m'affiche 60 km/h sur 5 secondes, bah forcément j'ai vraiment été à 60 km/h à un instant entre ces 5 secondes, pendant ces 5 secondes. Bon, passons à la suite. Venons du coup aux études asymptotiques. Donc asymptotic behavior, on va vouloir étudier nos fonctions, donc faire des approximations quand elles tendent vers l'infini, quand elles s'approchent d'un point, etc. Par exemple, on va vouloir regarder du coup qu'est-ce qui va se passer quand on s'approche de 0. Là, on va voir que en fait ça se comporte presque comme la fonction qui a x associé x, donc comme l'identité, par exemple. D'accord? Mais quand on est suffisamment proche du centre. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler des études asymptotiques. Donc ça marche sur chaque point, et ça marche aussi à l'infini, à moins l'infini, etc. Donc pour ça, on a des outils que vous avez déjà vus hier, en fait, qui s'appellent les équivalents, qui s'appellent la négligeabilité, etc. Ok? Et vous avez des magnifiques formules, plein de magnifiques formules que vous allez avoir. Donc vous vous souvenez de ces petits symboles? Vous me rappelez ce que ça veut dire? Négligeable. C'est ça, négligeable. Et donc mathématiquement, ça veut dire que la limite ici de ln de x sur x puissance alpha est égale à 0 dès que alpha est strictement positif. Là, vous avez pareil, vous avez d'autres exemples. Hein, donc pareil, hein, la puissance est négligeable devant l'exponentielle. Vous le savez normalement aussi. Le factoriel est négligeable devant n puissance n. Je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le savez. A puissance n, donc la puissance A puissance n, c'est négligeable devant le factoriel. Donc ça aussi, vous le savez peut-être. Donc la puissance simple est négligeable devant le factoriel à partir du moment où A est impérial. D'accord? Donc là, ça vous permet de comparer les croissances en fait, et de comparer justement des comportements asymptotiques. Là, en l'occurrence, tous ces comportements sont proches de l'infini. Donc dès qu'on se rapproche de l'infini, on va voir que l'exponentielle, c'est beaucoup plus puissant qu'une puissance, justement. Ok? Ça évolue beaucoup plus rapidement. Donc pareil qu'avec les négligeabilités, on a aussi le symbole équivalent qui va être utile. Et donc on a pas mal d'équivalents qu'on va vouloir utiliser très souvent. Donc là, vous avez que ln de 1 plus x, quand vous êtes proche de 0, ça va être équivalent à x. C'est-à-dire que la limite de ln de 1 plus x sur x, quand x tend vers 0, est égale à 1. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça va nous permettre d'étudier des comportements asymptotiques de façon beaucoup plus simple, parce que quand vous avez dans votre expression des sinus, des tangentes et des cosinus, c'est beaucoup moins sympa qu'avoir des x, tout simplement. Donc souvent, en fait, ça va nous permettre de voir quel comportement polynomial
ça a quand on est proche d'un point, ou proche de l'infini, ou proche de ce qu'on veut. D'accord? Donc si j'écris que sinus de x, c'est équivalent quand x tend vers 0 à x, c'est équivalent à dire que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égale à 1. Quand on va vouloir dire ça, on va vouloir dire que sinus x c'est égal à x plus quelque chose qui est négligeable devant x quand x tend vers 0. Alors, hop, tchac. Donc là, j'ai mon magnifique sinus. Je vais dessiner comme ça. Voilà. Donc j'ai fait mon dessin en plus grand. Donc là, vous avez sinus de x. Là, vous avez x. Ok? Donc là, ce que vous avez, c'est x. Là, ce que vous avez en noir, c'est sinus x. Et là, ce que je vais mettre en bleu, du coup, c'est sinus x moins x. Ou plutôt x moins sinus x. Voilà. Comment tricher? Donc en fait, là, ce que ça vous dit, c'est que ça, sinus x, c'est égal à la partie principale en rouge, plus cette petite partie-là. Et cette petite partie-là, sinus x moins x, en valeur absolue, ce sera négligeable devant x. D'accord? C'est ça que ça vous dit. Donc le terme qu'il va y avoir derrière, ça va être la correction. Donc le petit truc, l'erreur qu'on fait en disant ça. Donc continuons. Donc bon, d'autres exemples, je vais passer un peu dessus, on s'en fout un peu en vrai de ça. Je les ai mis, mais c'est parce qu'ils sont dans le poly que je les ai mis là. Ce dont tu me parles, c'est les développements de Taylor. Les développements de Taylor, c'est quoi? C'est ça, là, cette formule dégueulasse. Ok? Alors vous vous rendez compte que c'est un peu moche, hein, certes, mais regardez un peu plus précisément cette fonction. Vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ça va être ce qu'on appelle un développement à l'ordre n de notre fonction. Donc ici, ce qu'on a, c'est un développement à l'ordre 1. Si vous regardez ce que j'ai fait là, donc en développement, du coup, si on développe les premiers termes de cette somme, hein, si vous regardez le premier terme, c'est ça vous fait, donc en ignorant, ça vous fait f de f dérivé 0 fois, donc f tout court, quoi, en 0. Donc ça fait sinus en 0, ça fait combien? 0. Donc là, ce terme-là vaut 0, fois x moins 0 à la puissance 0, donc ça fait 1, sur 1. Parce que le factoriel de 0, ça fait 1. Ce qui est très contre-intuitif, mais ce qui est vrai. Voilà. Donc ça fait 0, etc. Donc c'est ce terme-là en fait. C'est le terme qui ici va être ignoré. Pourquoi? Parce que la limite de sinus quand x tend vers 0, c'est 0, tout simplement. Donc ce terme-là va être nul. Donc je vais le parler pas. Il ne sera pas dans ma partie principale. Par contre, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la dérivée de sinus? Cosinus. C'est cosinus. Et cosinus, il vaut quoi en 0? 1. Donc là, vous avez un 1, c'est ce que vous avez là. Ok? Donc, fois x moins 0, bah, ça fait x à la puissance 1, c'est bien ce que vous avez là. Ok? Et donc, tout ça, ça va être la partie principale. Ça va être l'ordre 1 de notre développement limité. L'ordre 0, ça aurait été ça. Ça, c'est l'ordre 1 de mon développement limité. Et ensuite, il y a un ordre 2, un ordre 3, un ordre 4, un ordre n, jusqu'à plus l'infini. D'accord? Et nous, tout ce qu'on dit, c'est que les ordres d'après, on peut s'y intéresser ou pas, selon la précision qu'on veut. Si on veut être précis à l'ordre 2, enfin si on veut être juste précis à l'ordre 1, c'est ce qu'on a là. Là, c'est à l'ordre 1. Si on veut être précis à l'ordre 2, il va falloir calculer ce terme. Ce terme ici. On pourrait le calculer. C'est quoi la dérivée de cosinus? Moins sinus. Moins sinus. Et moins sinus, ça vaut quoi en 0? 0. 0. Du coup, ce terme-là, 0. il vaut 0 aussi, pour le sinus. Donc, si on veut, à l'ordre 2, en fait, on l'aurait déjà là. Si on veut, on pourrait même écrire, hop, ça. Parce que le terme qui est à l'ordre 2, il vaut 0 aussi. Donc, on a déjà une précision si on veut à l'ordre 2. On pourrait continuer. À l'ordre 3, qu'est-ce que ce serait? C'est quoi la dérivée de moins cosinus? De moins sinus, pardon. C'est quoi la dérivée de moins sinus? C'est moins cosinus. Et moins cosinus, ça vaut quoi en 0?
moins 1. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait ici égal à moins 1. Donc si on voulait pousser à l'ordre 3, on aurait que sinus de x est égal à x plus moins. Donc moins 1 fois, je vais écrire tout le truc. Hein. Donc là c'est x moins 0 à la puissance 3 sur factoriel de 3, donc c'est 6. Donc ça fait moins 1 sixième. Et donc le plus un petit taux de x3. Donc quelque chose qui est négligeable devant x3, quand x tend vers 0. D'accord? Donc voilà, les développements limités, on n'aura pas beaucoup de temps d'en faire des exos dessus, surtout que c'est des notions qui sont en fait assez dures à manipuler, vous vous en doutez, il y a pas mal de calculs, et surtout il y a beaucoup d'erreurs de calcul possibles à faire, donc il faut un peu d'entraînement, etc. Mais je voulais quand même vous en parler pour vous présenter l'idée. Vous vous entraînerez de votre côté si vous voulez, il y a plein d'exercices en ligne, hein, sur ça il y en a vraiment beaucoup. Je voulais juste vous montrer quand même quelques exemples connus. Donc il y a un exemple qu'on a vu hier en fait, qui est l'exemple tout simplement de la série d'exponentielles. Parce que exponentielle de x est égal à la série de l'exponentielle plus du coup ce qui reste, hein, donc les termes qui restent, qui sont négligeables devant x puissance n. D'accord? Ensuite, à partir du développement limité de l'exponentielle, on peut construire celui de sinus, cosinus et du logarithme. Voilà. Donc ça, c'est pas super compliqué en soi. Donc surtout sinus et cosinus, hein, vous utilisez les formules de l'heure, vous les connaissez ou... Oui. Oui, voilà. Donc vous utilisez ça et vous voyez bien que justement, les termes pairs vont s'annuler, les termes impairs vont s'annuler selon ce que vous avez un sinus ou un cosinus. Voilà. Évidemment. Et ensuite, un qui est un peu plus compliqué mais qui est très souvent utile, c'est 1 plus x puissance alpha, c'est égal à 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 sur 2 fois x carré, etc. Jusqu'à un truc dégueulasse, mais en vrai c'est surtout les premiers termes qui sont intéressants, de savoir développer ça en 1 plus alpha x plus un petit taux de x. Voilà. Alors 1 c'est intéressant. Donc par exemple, si vous avez un truc dégueulasse du genre 1 sur racine de 1 moins x, enfin, vous pourrez le développer. Vous pourrez le développer. D'accord? Et donc ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 1 plus alpha, c'est égal à... Ouais, c'est ça. Donc moins 1,5, donc plus, je vais l'écrire plus moins 1,5 fois x, plus un petit taux de x. Et donc ça c'est très utile en physique notamment, dès qu'on veut faire des approximations en physique, et qu'on a une fonction hyper moche comme ça, ce qui arrive très souvent en physique, et ben on va pouvoir se dire que si on a des conditions particulières, donc si on a par exemple que x est assez proche de 0, parce que là je vous rappelle que c'est quand x tend vers 0, donc imaginez que ici mon x ce soit, je sais pas moi, imaginez que mon x ici ce soit un ratio de distance, donc un petit d sur grand D, et qu'on veut étudier qu'est-ce qui se passe quand d est très petit devant grand D. Ben là on va pouvoir dire ça, d'accord? On va pouvoir développer que quand d est très petit devant grand D, on va pouvoir dire que c'est environ égal à ça. Ok? Plus un truc qui est négligeable devant. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant les développements asymptotiques, parce que évidemment c'est très utilisé en physique, parce que ça nous permet de faire des approximations de façon quantifiée.